Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e numéro de Table ouverte. Nous sommes le dimanche 15 juin et nous allons démarrer immédiatement avec Kylian et avec Charles-Henri, avec l'actualité la plus chaude et la plus brûlante, puisque il y a à peu près 48 heures, Israël a fait une attaque assez massive contre l'Iran, qui a répliqué dans la foulée, quasiment quelques heures plus tard. Et maintenant, finalement, la zone est, une fois de plus, je dirais, au bord de l'embrasement. Alors, quelles sont vos réactions à ce sujet sur l'attaque israélienne et sur la riposte iranienne? Et quelles peuvent être les conséquences, d'ailleurs, peut-être que les États-Unis vont s'en mêler ou non, et la réaction de la France, de la diplomatie française? La justification israélienne, c'est une sorte de guerre préventive, c'est de dire l'Iran est à quelques semaines d'acquérir l'arme nucléaire, et donc pour notre sécurité, on doit attaquer finalement et neutraliser ces sites nucléaires avant qu'ils voient le jour. C'est un peu le même raisonnement, si on fait un parallèle, ce qui s'est passé avec la Russie et l'envahissement en Ukraine, en disant l'Ukraine, avec l'accession à l'OTAN, etc., est à deux doigts de pouvoir nous attaquer, donc préventivement, on va les attaquer. Donc, dans les deux cas, on peut dire que c'est contraire au droit international, même si on peut comprendre les enjeux et pourquoi ils le font. Maintenant, les conséquences de ça, on voit qu'il y a des répliques de part et d'autre, on voit qu'il y a eu une escalade, on n'a pas l'impression que les deux veulent vraiment s'arrêter. J'ai vu aujourd'hui que Netanyahou a sollicité explicitement l'aide des États-Unis et qui disait qu'ils ne pourraient pas atteindre leur objectif sans l'aide des États-Unis. Mais pour le moment, Donald Trump lui semble dire c'est votre guerre, même si on comprend et on ne fait rien pour vous empêcher, on ne va pas intervenir directement. Et donc la question c'est est-ce que Netanyahou va faire en sorte justement de pousser encore plus cette escalade pour que les États-Unis interviennent. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il peut y avoir une asymétrie en fait, militaire entre les deux blocs, parce que technologiquement, Israël est supérieur à l'Iran. Mais néanmoins, il ne faut pas sous-estimer en fait, l'Iran, parce que l'Iran a des capacités d'attaque importantes, notamment de drones, qui sont capables de produire environ 20 000 $. Et dans le même temps, la défense israélienne, qui est très performante, tout le monde connaît le dôme de fer, mais il n'y a pas que le dôme de fer, ils ont aussi des missiles défensifs anti-aériens Patriot, ça c'est quand même 4 millions de $, l'unité. Donc vous voyez bien que 20 000 $, 4 millions de $, ça fait très cher. Et sur le long terme, est-ce que c'est soutenable? Et le dôme de fer, les missiles du dôme de fer en tant que tel, c'est du 50 000 $. Donc c'est aussi beaucoup plus cher que les drones iraniens. Donc sur le long terme, est-ce que Israël peut supporter ce conflit-là sur le long terme? Israël en plus étant une démocratie, contrairement au régime des Mollahs qui peuvent tenir finalement, même avec une économie qui s'effondre, ils peuvent tenir par la répression. Israël étant une démocratie, Netanyahou, au bout d'un moment, il va devoir affronter les urnes. Donc est-ce que sur le long terme, Israël va pouvoir tenir? Encore une fois, rien n'est moins sûr, et surtout ça va coûter très cher. Et quand il va commencer à y avoir des répercussions économiques pour la population israélienne, évidemment que Netanyahou va être en difficulté. Donc évidemment que je n'ai aucune sympathie moi, pour le régime des Mollahs, et on a une dictature face à une démocratie, mais on voit bien que ça va être très très dur à tenir sur le long terme, à mon avis, pour Israël. C'est pour ça que Netanyahou sollicite l'intervention de Donald Trump. On se souvient qu'il y avait déjà eu, il y a quelques mois, une réplique, enfin plutôt une attaque de l'Iran sur Israël. C'était suite à l'offensive israélienne au sud Liban contre le Hezbollah. Et enfin, c'était pas aller beaucoup plus loin. Non, oui. Non, mais c'est parce que l'Iran a subi beaucoup de pertes sur le plan géostratégique, la Syrie d'abord. Oui, la Syrie. Puisque le régime syrien n'a déjà aucun intérêt à entrer en conflit avec Israël du fait de sa instabilité et n'est pas pro-iranien. Par ailleurs, le Hezbollah est très affaibli au Liban. Il a été en plus, sa réputation a été ruinée par son incapacité à retenir Israël la dernière fois lors de l'offensive justement. Donc l'Iran est en retrait géopolitiquement. Le régime iranien est quand même assez instable, même si effectivement, comme l'a dit Charles-Henri, la répression est toujours une option ouverte sur la table pour le gouvernement iranien, c'est jamais la question. Mais néanmoins, il y a pas mal de contestations. Et puis, l'Iran est très dépendant de ses exportations d'hydrocarbures, donc c'est-à-dire très dépendant de ses clients, la Chine notamment, l'Inde. Voilà. Ils ont parlé de couper le détroit, enfin leur partie sans doute du détroit d'Ormuz. Oui, parce qu'en fait c'est pas possible puisque oui, l'autre partie appartient au sultanat d'Oman. Ça impliquerait donc d'agresser Oman
et donc une réplique immédiate du Conseil de la péninsule. C'est-à-dire en fait une réaction immédiate de toutes les monarchies de la péninsule arabique qui sont déjà loin d'être pro-iraniennes, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose, c'est que l'offensive israélienne a demandé beaucoup de logistique et beaucoup de matériel. Et donc ça veut dire que ça fait des mois qu'ils le préparent. Ça fait des mois qu'ils le préparent, donc ça veut dire que ça fait des mois que l'administration américaine est au courant, probablement. Et ça veut dire aussi qu'ils ne peuvent pas la reproduire tout de suite. Donc il y a un côté tir à un coup qui effectivement laisse penser que le régime de Netanyahou est un peu dans une fuite en avant, certes, parce que maintenant il est à la fois fragile internationalement, puisqu'il y a de plus en plus de contestations en Israël, et que ça affaiblit la reconnaissance internationale d'Israël, à la fois que ce soit ses frontières ou son existence même. Mais pour autant, il connaît la limite de ses moyens, puisque d'ailleurs, il a effectivement demandé le soutien des États-Unis pour frapper des sites profonds, c'est-à-dire qui sont enfouis sous terre. Donc, je ne pense pas qu'Israël puisse faire plus que ce qu'ils ont fait là. Ça ira pas forcément beaucoup plus loin, quoi. Il y a des répercussions aussi, parce qu'il faut voir, ça c'est leur conflit quelque part, on est assez éloigné, on n'est pas en danger direct de ce conflit, mais il y aura des répercussions pour nous sur le plan économique, parce que Israël a touché des sites gaziers et pétroliers iraniens qui sont importants, et ce qui va mécaniquement, on le voit déjà sur le cours du baril de pétrole, qui va amener à la hausse le coût des matières premières. Donc dans des économies comme nous, qui sont déjà au bord de la récession, avec des difficultés en termes de pouvoir d'achat, ça va avoir malheureusement un impact concrètement pour les citoyens français. Il faut rappeler d'ailleurs que l'Iran a les 3e réserves mondiales de pétrole derrière le Venezuela et l'Arabie Saoudite, enfin derrière l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Et alors, comment évaluez-vous la réaction, alors d'abord de Barrot, le ministre des Affaires étrangères, et ensuite de Macron? Grosso modo, était sur la ligne, il faut soutenir Israël, et il y a un danger, effectivement, qui rentre effectivement dans le récit israélien du ils auront dans 2 semaines la bombe, ce qu'on entend quand même depuis maintenant assez longtemps. C'est 2 semaines qui commencent à s'éterniser un peu. La diplomatie française sous Barrot, Macron, de toute façon, est complètement illisible. Je veux dire, sur le conflit israélo-palestinien, dont j'aime pas beaucoup parler parce que je veux pas l'attiser en France, et je pense que le moins on en parle, le mieux on se porte. On a vu des revirements à 180 degrés au départ. Parler de coalition internationale pour défendre Israël, de soutien inconditionnel, c'est complètement délirant d'un point de vue diplomatique. Je veux dire, le soutien inconditionnel, ça n'existe pas, parce que ça voudrait dire que peu importe ce que vous faites, on vous soutient. C'est délirant. Donc il partait de ce postulat-là, et il y a quelques semaines, maintenant, il en était à parler de reconnaissance de l'État palestinien, quand bien même le Hamas est encore au pouvoir à Gaza. Mouvement terroriste, faut-il le rappeler. Et donc là, maintenant, on a vu qu'il repart un peu de la même chose, c'est-à-dire il faut soutenir Israël, la défense d'Israël contre l'Iran, mais on n'est pas à l'abri que dans 2 semaines, enfin, il soit là à dire il faut calmer le jeu, cesser le feu, quand même, respecter le régime des mollahs. Donc en fait, la parole de Macron, et malheureusement par extension la parole de la France, n'a plus aucune crédibilité le temps qu'Emmanuel Macron sera au pouvoir. Mais en fait, j'ai l'impression parfois que Macron agit un peu comme, vous savez, ce qu'on appelle les requins en bourse, c'est-à-dire qui investissent dans le yaourt parce que ça rapporte plus, et qui après qui vendent, qui investissent dans le béton parce que ça rapporte plus, et ainsi de suite. Et bien Macron a fait sur Israël exactement la même chose que sur le nucléaire. Il a dit il faut fermer des réacteurs puis il faut en ouvrir. Il faut défendre Israël coûte que coûte, quel que soit, quoi que fasse Israël, ou quoi que fassent les acteurs locaux. Et après, il faut reconnaître l'État palestinien. Dans quelles frontières, on ne sait pas, mais il faut le reconnaître. Et on a l'impression vraiment qu'en réalité, ils ne savent pas du tout. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. On est toujours dans le rassurage. J'utilise volontairement un néologisme parce que c'est ça. On est dans le rassurage. Donc il faut rassurer d'abord à la fois Israël et donc les liens franco-israéliens et de manière liminaire, plus ou moins la population française de confession juive. Et après, il faut rassurer la population. Il faut rassurer sur la Palestine parce qu'il y a des destructions à Gaza et qu'il y a beaucoup de morts, et effectivement le conflit à Gaza est très meurtrier. Et en même temps, la population française... Oui, c'est ça, c'est presque la caricature de sa combine en même temps, quoi. Alors on voit quand même, en France, il y a un parti en revanche qui n'est pas dans le en même temps, puisque juste avant donc,
cette explosion de violence entre l'Iran et Israël, on a eu donc la 9e croisade de Rima Hassan. Elle s'est dit, tiens, faisons une croisade, la 9e, et allons libérer en quelque sorte la Terre Sainte de Gaza. C'est un peu de l'optique, alors elle était avec Greta Thunberg, dans une flottille, pareil, c'était tout un appareil médiatique, etc. Bon, finalement, ils ont été arraisonnés par la marine israélienne, puis une partie est allée en prison, l'autre est revenue, enfin elle a fait une grève de la faim qui a duré 12 heures, ou quelque chose comme ça, enfin une histoire absolument rocambolesque et ridicule. Parallèlement à ça, il y a eu, c'est très drôle parce que c'est exactement comme dans les croisades, c'est-à-dire qu'on a eu la croisade des barons qui était donc Greta et Riman, et puis on avait la croisade des gueux, comme pour la première croisade, qui était passée par l'Égypte là, et qui vient de se faire savater à coups de babouche par les Égyptiens à la frontière au Sinaï, parce que non, les Égyptiens n'ont pas du tout envie que des gens aillent réconforter les Gazaouis, et encore moins enfin une population européenne, c'est complètement absurde. C'était moins magnanime que les soldats israéliens. Et alors, bon, alors, finalement, on voit, et c'était essentiellement, alors c'était international, je crois, la croisade, j'ai appelé ça des oiseaux, je crois qu'on appelait la croisade des oiseaux, la première, celle des petits manants. Et ce qui est assez triste là-dedans, c'est que finalement, on a une gauche, parce que c'est essentiellement des gens de gauche, et particulièrement en France, de la France insoumise, qui se sont compromis là-dedans, et on a l'impression que c'est le seul agenda désormais qu'ils connaissent. C'est-à-dire qu'à l'ordre du jour perpétuel et sur toutes les lignes, ils ont Palestine, Gaza, Israël, Proche-Orient, et c'est ça en boucle, chacun en mettant une couche et avec son style propre, quoi. Rima Hassan n'était qu'une... Bon, c'est presque, comment dire, la papesse papesse de cette liturgie, en quelque sorte. C'est absolument délirant. Alors, pourquoi pas parler de ce conflit, il y a plein de choses à dire. Et on se demande même, quand la LFI parle de France, il y avait la gauche, normalement, est censée parler de social. Il y avait un magazine très bon de Frontières qui titrait LFI, le parti de l'étranger. Dedans, il y avait un article qui était assez édifiant sur ce sujet-là, parce qu'ils avaient analysé sur une durée absolument tous les tweets des principales figures de la LFI qu'ils avaient classés dans différentes catégories. Et une Rima Hassan, je crois, était à plus de 80% de ses tweets sur Gaza et sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire qu'elle ne parle jamais de la France et de la situation en France. Et même les autres députés n'étaient pas à 80%, mais étaient peut-être à 40 ou 50%. Et en fait, et après, il y avait des tweets anti-police, etc. Mais la question sociale, en fait, était à peine 10% de leurs tweets. C'est-à-dire que ce qui est normalement l'essence même de la gauche, qui est censé être son combat premier, le combat social, est devenu inexistant, et qu'on voit qu'ils sont dans des combats vraiment de racolage communautaire, alors qu'encore une fois, la responsabilité, en tout cas, moi je crois en cela, c'est étant donné que la France a la première communauté juive d'Europe, la première communauté musulmane d'Europe en France, que ce conflit, je suis désolé, aussi meurtrier, dramatique soit-il, ne nous concerne pas au premier chef. La responsabilité, c'est plus d'en parler de moins en moins et d'éviter d'attiser ce conflit, et c'est elle en France. Et eux, pour des raisons électoralistes assez abjectes et communautaires, ils ne parlent que de ça matin, midi et soir. Ça montre en fait le dévoiement moral complètement hallucinant de la France insoumise et le virage stratégique communautariste qui est fait par ce parti depuis 2017. C'est devenu une gauche identitaire, non française, c'est-à-dire d'une identité en tout cas qui n'a pas la France comme intérêt. Voilà. Je ne sais pas comment on peut la définir, on peut la définir négativement peut-être de cette manière-là, quoi. En fait, c'est une gauche qui est en train de devenir exactement ce qu'elle prétend combattre. Progressivement, d'année en année, on voit qu'elle lutte de manière à devenir exactement ce qu'elle prétend combattre. Des valeurs, oui, effectivement. Et pour rebondir sur l'immoralité de la FI, je pense qu'il faut distinguer les cadres et, on va dire, les manants. Effectivement, les cadres de LFI sont en fait dans le pur électoralisme. Ils savent que dans leur circonscription, qui en fait leur sont déjà acquises, donc je ne vois même pas pourquoi ils s'emmerdent, dans leur circonscription, bon, c'est un discours qui porte vachement bien, puisque c'est une population qui est souvent sensible à la question de Gaza, pour différentes raisons. Donc effectivement, c'est fait avec le cynisme électoral le plus total. C'est souvent des raisons identitaires, en fait. Oui, tout à fait. Ça permet de fédérer les musulmans de France, quelque part, de séparer les clivages. Finalement, les Marocains et les Algériens, qui par ailleurs ont tendance à se détester cordialement très souvent, bah là se retrouvent dans une sorte d'unanimisme contre Israël, quoi. En fait, je crois que la FI s'inscrit parfaitement dans le gauchisme international, qu'on a vu avec la croisade des va-nu-pieds qui arrivait en Égypte.
dans le sens où elle essaye de fédérer autour de la même idée les musulmans, c'est-à-dire en appelant à l'unité islamique, la Oumma, etc., la communauté des croyants, blablabla, qu'elle fait sienne et qu'elle voit comme finalement une ressucée de son international à elle. Et c'était très intéressant, par contre, pour prendre les manants, sont des gens qui sont profondément imbibés de jugement moral. Là, Jean-Baptiste, tu évoquais les coups de babouche pris par la croisade. En fait, c'est des bouteilles d'eau, je crois, mais bon. Enfin bon, ils se sont pris des coups. Effectivement, on voit, il y a les forces de l'ordre égyptiennes, et puis bon, voilà. Bon. En plus, c'est dans une région avec une très insécuritaire qui est le Sinaï. Bon, bref, ils ne sont pas tombés sur les tribus bédouines, ils ont eu de la chance. Mais on voit que, enfin, il y a plusieurs types on a vu plusieurs exemples. À un moment, il y a une femme qui est française, ou en tout cas qui est francophone, mais je pense qu'elle est française, qui se met à hurler Allahu Akbar, alors que, bon, elle est censée être de gauche, donc c'est-à-dire anti-religieuse, enfin au moins anticléricale. C'est très étrange. Et après, j'ai vu un autre extrait où, alors c'est un type qui parle en anglais, je ne sais pas de quelle nationalité il est, qui s'agenouille et qui dit mais vous êtes de bonnes personnes, vous, les Arabes. C'est bizarre comme phrase, au nom de l'humanité, au nom de l'islam. Ces gens, déjà, n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Et ensuite, on voit bien que ce qu'ils font, c'est qu'ils n'en ont plus rien à faire des nations, plus rien à faire des peuples. Donc, c'est pas étonnant que la FI ne parle jamais de France. Mais ce qui les intéresse, c'est leur jugement moral à l'échelle internationale. Et donc, ce sont eux les pires colonialistes, en fait. Enfin, ils ont un esprit de colonialiste. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça, tout à fait. Même si ça n'est... Inversé. Mais... Oui, inversé. Et ça n'est... Bon, même si ça n'évite pas les contradictions, on se souvient de Jean-Luc Mélenchon qui avait soutenu le pape à Marseille. Et là, on voit que la FI prend en fait et cause, alors pour de mauvaises raisons, pour l'Iran. Puisqu'en fait, ils ne disent pas l'Iran a été victime d'une agression illégale, c'est pas ce qu'ils disent. Ils disent l'Iran fait beaucoup moins de morts en Israël qu'Israël le fait à Gaza. Oui. Je vous rappelle que l'Iran, par ailleurs... oui, lapide pas, mais pend les femmes qui ne portent pas le voile, les homosexuels, les opposants au régime, misogynes, homophobes, voilà. et tout ce qu'on veut. Je crois qu'ils ont le record de morts par pendaison, enfin de condamnés à mort. Je crois qu'ils ont dépassé les États-Unis il y a quelques années. Oui, bon, on a déjà vu des homosexuels pendus à des grues, enfin oui, il y a des choses. Non, mais c'est délirant. Et en fait, ce que dit Kylian, il a raison, c'est l'inversion complète des valeurs historiques de la gauche, et même en fait, en essentialisant ces populations-là, c'est la même chose. Ça me fait penser à leur discours anti-flic, parce que, en fait, pour eux, c'est une vision quelque part raciste et rétrograde en fait, des Français d'origine du Maghreb ou musulmans. C'est limite pour eux se dire, ils se disent, pour mon électoralisme, en fait, tous ces gens-là sont des délinquants puissants, donc il faut que j'ai un discours anti-flic. Mais en fait, c'est atroce quand on réfléchit au fond de l'affaire, parce qu'il y a plein de personnes d'origine immigrée en fait, qui détestent ce qui est passé lors des émeutes, qui détestent ce qui s'est passé avec les saccages et les sacs après le titre du PSG. Il y a plein de gens en fait, de génération qui sont scandalisés, qui ne veulent absolument pas être associés à ces gens-là. Et LFI, dans leur logiciel, en essentialisant ces gens-là, ils sont là à dire en fait, non, il faut les défendre. Maintenant, c'est un parti qui est non seulement parti d'étrangers, mais qui est un parti qui est pro-délinquant. Ils sont là à soutenir, à avoir un discours anti-exact. Le moins un discours anti-caricatural, il n'est pas tellement sur la question israélo-palestinienne. Oui, c'est plus un discours anti-flic. Mais lui, c'est délirant. C'est un soutien des délinquants. Alors que, en effet, il y a plein de gens, même une majorité des gens qui sont issus d'immigration, qui sont absolument contre ça, en fait, et qui pensent que c'est leur donner une image lamentable. J'ai vu qu'il y a eu une réaction d'ailleurs de certains sur Twitter qui ne veulent absolument pas être associés à ces gens-là, mais les filles, finalement, c'est les premiers à mettre ces gens-là dans des cases et à penser qu'ils sont tous... Alors, c'est une grande majorité qui est... Là, je pense qu'il y a plus de consensus sur le conflit israélo-palestinien, mais sur les aspects de délinquance et autres, en fait, c'est une ultra-minorité, mais eux, dans leur logiciel, ça parle, il faut faire un discours anti-flic. En fait, ils ont fait ce qu'ils pensent être le discours dominant de la droite en général, qui est l'association délinquance et immigration, grosso modo. Et ils le retournent en disant, dans ce cas-là, il faut absolument défendre les délinquants, puisque tous les délinquants sont nos électeurs et tous les délinquants sont le fameux retournement du stigmate. C'est-à-dire, Antoine Legrand, ça me fait demander, il s'est indigné du fait que en fait, ils arrêtaient le vote par correspondance pour les prisonniers. Et je lui ai dit, ça ne m'étonne pas, en fait, je lui ai dit, le vote par correspondance est sujet à des fraudes, et en fait, là, vous défendez votre électorat.
Parce que c'est vraiment l'électorat Oui. qui défend, et c'est délirant en fait. On avait vu Antoine Léaumont parader sur les champs Oui, après, pendant les émeutes. Enfin, les Pour émeutes, soi-disant pendant les- protéger d'ailleurs les Oui, c'est ça. émeutiers de la police, c'est un truc complètement pendant lunaire. les razzias faites sur les Champs-Élysées. Oui, des qui a razzias, même hein. insulté d'ailleurs, je crois, un policier. Enfin, il y a eu une vidéo qui a tourné. C'est absolument lunaire. En fait. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus caricaturaux parce que moi, je vois même les personnes de droite, etc., ils ne disent pas que tous les étrangers sont des délinquants, parce que sur le discours, ils disent à chaque fois qu'il y a un lien entre immigration et délinquance. Selon quoi ils ont raison, parce que statistiquement, il y a une surreprésentation des étrangers dans la délinquance. Donc, c'est pas la même chose de dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, qui est une vérité statistique, que de dire que tous les étrangers sont des délinquants. Mais eux, dans leur logiciel, dans leur défense scientifique, c'est que tous les étrangers sont des Ils se délinquants. sont pris à leur propre propagande, en fait, à leur propre... Bien sûr. Ce sont eux qui font des amalgames en fait. Et sur l'aspect que tu évoquais, Kylian, de clientèle électorale, je me demande, moi, s'il n'y a pas, parce que tous ne réagissent pas forcément avec autant de virulence, je pense que ceux qui sont les plus menacés dans la reconduite de leur poste, en quelque sorte, dans leur circonscription, ont tendance à surjouer justement sur la carte. Alors, Léaumont, c'est sur la délinquance, mais enfin, sur la défense des délinquants. Et par exemple, Émeric Caron ou Thomas Porte, etc., sur le conflit israélo-palestinien, parce qu'ils se disent, on risque de me débarquer sur ma gauche, on va me mettre quelqu'un d'autre, peut-être quelqu'un de la communauté justement que je veux représenter, et donc j'ai intérêt à leur montrer que je suis encore plus... Ce qui s'est déjà produit. Parce qu'à côté de ça, je vois par exemple quelqu'un comme David Guiraud par exemple, qui est bien implanté à Roubaix, et n'est plus tellement... Enfin, il est bien sûr, il est toujours sur la défense des intérêts palestiniens, etc. Mais on a l'impression que voilà, ça dépend beaucoup des circonscriptions. Quoi. Que certains, je pense, avoir... Qui est en difficulté dans sa circonscription et qui lui en fait des tonnes dans sa circonscription. Oui, bien sûr, il est parachuté en plus. Il peut perdre soit face au RN, soit face à un autre candidat en fait de gauche, et donc lui a tendance à en faire des tonnes sur ces questions-là. À la fois sur l'aspect anti-flic d'ailleurs, qu'il a toujours fait, et sur l'aspect... il faudra veiller pour les municipales de voir comment les choses évoluent du côté LFI, notamment les têtes de liste et la composition des listes. D'ailleurs, on l'a vu encore sur ce cynisme électoral, avec le retour de Rima Hassan en France, c'est accompagné d'un Rima 2027 ou Rima 2032, donc soit au présidentiel, soit à tête de liste sur la liste LFI aux européennes. Et on a vu les tortillages du cul de l'AFI, donc à propos de notre Raymond de Toulouse, Rima Hassan, en disant « Oui, mais j'adore Rima, hein, mais non, c'est pas une bonne idée. » Donc on voit que c'est devenu, c'est leur Jeanne d'Arc, mais quand même, ce ne serait pas une bonne idée stratégiquement. De toute façon, il va y avoir une guerre de succession. Alors, je pense que Mélenchon sera candidat en 2027, mais il va y avoir une guerre de succession derrière, et il n'est pas exclu effectivement que ce soit Rima Hassan qui soit la nouvelle égérie de LFI. Quelque part, ça serait assez cohérent avec leur nouvelle stratégie communautariste. Ça serait l'étendard parfait pour ça. Oui, et puis ça clarifierait quelque part leur position vis-à-vis du reste de l'électorat, je dirais. Là, cette fois, les choses seraient claires. Bon, voilà. On saurait pour qui ces gens-là votent, quoi, en quelque sorte. Bien, revenons sur ce qui s'est passé en Espagne. Il y a 3 semaines, un mois à peu près, le blackout, comme on dit, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais bon, la coupure générale en fait sur la péninsule ibérique, qui a affecté également le Portugal, et qui a mis un peu panique dans le Landerneau des énergéticiens français, mais aussi européens d'ailleurs. Bon, finalement, as-tu des nouvelles, toi, Charles-Henri? Tu connais bien l'Espagne, c'est aussi un sujet que tu affectionnes, n'est-ce pas? Sachant que, en fait, en parlant de blackout, on peut dire qu'il y a eu une sorte de blackout médiatique, puisqu'on n'en a absolument plus parlé. On ne sait pas finalement si l'enquête espagnole a avancé, quelles sont les explications que l'électricien espagnol a avancé, ou l'agence de surveillance, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez penser de ça? De RTE en fait en Espagne, qui eux avançaient justement la piste de la responsabilité des énergies renouvelables. Mais le gouvernement a dit directement que non, ce n'était pas le cas, c'était pas ça. Alors ils ont accusé une ligne de tension en France, ils ont accusé même le nucléaire qui est résiduel en Espagne, mais ils ne veulent pas avoir la responsabilité des énergies renouvelables. Peut-être revenir d'abord sur l'événement en lui-même, c'est-à-dire que il y a eu c'était une surtension, c'est ça? Il y a une grosse variation en fait dans le réseau. Alors la cause principale, en tout cas ce qui était amusant, c'est qu'on enregistrait un Front Populaire 3 jours avant avec Nicolas Meillan, où on évoquait justement ce danger d'une part trop importante des énergies renouvelables dans le mix nucléaire, qui pouvait amener à un blackout, et 3 jours après il y avait le blackout espagnol. Et la théorie la plus probable, en tout cas, c'est aussi ce que disent des anciens chez nous de RTE en France,
notamment par M. Merlin, qui explique qu'en fait la trop forte production d'énergie solaire a amené une forte variation en fait, du réseau, parce que c'est des énergies qui sont beaucoup moins stables que le nucléaire. En fait, il y a un pic qu'il fallait régulé, absorber voilà, immédiatement. Quoi. on ne peut pas débrancher, en fait, ça doit être piloté pour pas qu'il y ait de grosses variations du réseau. Et c'est beaucoup plus dur de débrancher, de faire varier justement ça sur des énergies renouvelables intermittentes que sur de l'hydraulique qui est le plus stable et le plus pilotable, ou même du nucléaire. Et on arrivait, en fait, j'avais regardé moi, les données, on était à plus de 70% d'énergie renouvelable intermittente en Espagne, au moment et juste avant la coupure. Et d'ailleurs, quelques jours avant, l'Espagne se targuait d'avoir fait un test où ils avaient mis du 100% d'énergie renouvelable, globalement renouvelable, donc il y a peut-être un tout petit peu d'hydraulique, mais quasiment rien, et quasiment que de l'énergie renouvelable intermittente, donc de l'éolien et du solaire. Donc la cause la plus plausible, ça reste ça, mais ce qu'on voit, enfin quand même, normalement, ils ont toutes les données à la microseconde. On n'est pas un mois pour avoir la cause. En fait, ce silence, quelque part, selon moi, admet la culpabilité des énergies renouvelables intermittentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la stratégie des socialistes espagnols depuis des années, qui va même arriver au 100% renouvelable. Évidemment qu'ils ne vont pas dire la stratégie qu'on mène depuis 10-20 ans. En fait, on s'est planté sur tout. Et d'ailleurs, dès le début, ils ont réagi de manière assez agressive, le gouvernement de Pedro Sanchez, quand cette possibilité a été évoquée même par leur propre RTE national. Donc c'est assez dingue, et on n'entend plus parler dans les médias. Maintenant, on a tiré quelque part un trait là-dessus, et plus personne ne s'interroge sur les causes de cette coupure d'électricité. Mais c'est quand même quelque chose de dramatique. Alors, il faut saluer, c'est qu'ils ont été quand même assez réactifs, et ils ont pu réactiver assez vite. Oui, ça a duré quoi, 24 heures, 48 heures? Mais même un peu moins. Ils ont réussi sur certaines zones à remettre en marche avant, donc ils ont été très réactifs, mais parfois ça peut durer 4-5 jours, ce genre de blackout généralisé, et ça fait des morts. Ça fait des morts parce que vous avez des accidents à la circulation, parce que les feux ne marchent plus, vous avez des gens qui sont hospitalisés chez eux avec des machines respiratoires et autres, ça ne marche plus, ils ne peuvent pas, vous avez même des agressions parce que vous ne pouvez plus joindre la police, etc. Alors certains sites, notamment les hôpitaux, vous avez des générateurs de secours, donc là il y a une continuité, il n'y a pas eu de mort là-dedans, mais il y a eu plusieurs morts en Espagne du fait de ces coupures d'électricité. Et si ça dure plusieurs jours, évidemment vous multipliez le nombre de morts. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère, c'est pas juste pendant 24 heures vous éclairez à la bougie ou quelque chose un petit peu comme ça de léger. Non, ça produit des morts, ce genre d'événement. Et donc comme quoi le choix énergétique, au-delà même du coup, et on pourra en parler parce que les énergies renouvelables intermittentes coûtent bien plus cher par exemple que du nucléaire, ça a aussi un impact là, pour le coup sur la vie des gens. Et c'est quand même assez important cette histoire parce que finalement l'histoire du mix énergétique désormais est dévolue encore une fois aux instances européennes puisqu'elles en décident, en tout cas elles prennent les grandes orientations dans ce domaine-là. Donc il serait quand même... C'est pas seulement l'intérêt de l'Espagne, c'est ce que je veux dire. Il y a aussi un intérêt même français, national, à savoir exactement ce qu'il en est, sachant qu'on a vu qu'il y a eu ça s'est répercuté en partie du côté de Perpignan, je crois. Donc, avec les interconnexions, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit là en Espagne ou en Allemagne, je ne sais pas s'il y a un danger en Allemagne, mais qu'on se retrouve cerné par comme ça des modèles défaillants qui se répercuteraient en cascade sur la France? C'est une possibilité, d'ailleurs ça aurait pu arriver, mais de ce que j'ai lu, en tout cas RTE a réagi très vite en fait pour isoler et pour couper justement les hautes tensions vis-à-vis de l'Espagne pour éviter la contagion, parce qu'évidemment il peut y avoir, si ça crée une grosse variation de fréquence aussi sur le réseau français, il peut y avoir des réactions en cascade et un blackout généralisé, mais normalement si c'est bien géré ça peut être coupé et confiné en fait aux régions où ça arrive, mais heureusement ça n'a pas été le cas, mais effectivement ça a des répercussions, et quand on voit le programme pluriannuel de l'énergie que veut mettre en place le gouvernement Bayrou, mais en réalité la stratégie macroniste globale qui certes veut relancer avec 6 EPR2, mais le gros de cette loi pour 240 milliards, c'est de dilapider 240 milliards dans des éoliennes en mer, des éoliennes terrestres et des panneaux solaires. Donc c'est quelque chose de complètement délirant, et j'ose espérer en tout cas que cette coupure d'électricité générale en Espagne
va influer en fait sur l'avenir de la programmation pluriannuelle de l'énergie. En tout cas, le RN s'est saisi cette question et a menacé de censure, a amené d'ailleurs un débat à l'Assemblée nationale qui ne devait pas avoir lieu. Et donc j'ose espérer que ça permette de changer notre fusil d'épaule, quand bien même l'Union européenne exige dans sa directive d'avoir et d'atteindre 42,5% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique primaire. Je pense qu'il va falloir évidemment désobéir à cette folie, parce qu'il en va de l'intérêt vital de la France. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine que le projet est débattu à l'Assemblée nationale. Alors, le projet sur justement le mix énergétique français. D'accord. Et alors d'abord, il faut quand même noter qu'on a de la chance que ce soit l'Espagne. Parce que l'Espagne, oui, ils sont la péninsule relativement isolés. est isolée, donc elle peut être coupée facilement. Il faut imaginer si ça arrivait en Allemagne. Oui, c'est pour ça, c'est l'exemple que je prenais. Des interconnexions en Europe. On pourrait imaginer l'Europe coupée en deux, en tout cas les systèmes énergétiques européens coupés en deux, simplement parce que l'Allemagne tomberait pour des raisons similaires, si effectivement c'est bien les énergies renouvelables. Et comme disait Charles-Henri, le fait que le silence du gouvernement espagnol en dit long en fait simplement sur le malaise, sur disons la vulnérabilité de leur choix et à contrario, quand même il faut le rappeler, la solidité de notre politique, on va dire, mesmérienne autour du nucléaire et le fait que, encore une fois, ça fait des années, je pense que c'est le cas et de plus en plus, nous avions raison et nous avons encore raison sur le nucléaire, on a eu raison aussi sur la défense au passage, mais on a raison sur le nucléaire et que nous n'avons pas simultanément de raison de changer notre fusil d'épaule et que le choix qui est fait dans les énergies renouvelables est effectivement presque suicidaire. On va perdre un avantage énorme, un avantage économique, un avantage géostratégique, simplement au nom de l'idéologie européenne qui consiste à dire que le renouvelable, l'éolien ou le solaire, c'est toujours la bonne solution. À l'évidence, non. Puisque ce qui a pu se produire de manière accidentelle, je suppose, en Espagne, pourrait aussi se produire de manière terroriste. On pourrait imaginer qu'un État veuille paralyser le continent européen, donc tous les États du continent européen, en faisant la même chose, en provoquant des surtensions, bref, en s'emparant de la vulnérabilité du système énergétique européen. Et c'est absolument pas quelque chose que nous pouvons écarter d'un revers de main. Oui, c'est vrai, il y a l'aspect de sécurité auquel on ne pense pas toujours. Parce qu'on ne se rend pas bien compte, mais ça tu l'indiquais bien, de l'importance absolument phénoménale qu'occupe l'électricité dans nos vies. C'est-à-dire, si tu passes un jour, 2 jours, 3 jours, après c'est des problèmes d'approvisionnement, rupture de chaîne du froid, tout simplement plus de transport possible. Pareil pour le pétrole, parce que finalement, même les machines, les pompes à pétrole fonctionnent à l'électricité, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a toujours... Ah oui, les ascenseurs, bien sûr. Oui. Mais ça fait un beau film catastrophe, ça on peut pas le nier. L'approvisionnement alimentaire, les supermarchés sont plus achalandés. Il y a un beau scénario. Mais en réalité, le pire c'est que... C'est le chaos, c'est sûr. Ah bah c'est le chaos, au bout d'une semaine c'est le chaos. On ne peut pas retirer d'argent. Non. Voilà, donc les alarmes sont rupture. C'est la porte ouverte, les malfrats, enfin tout est. Ouais, non, c'est vraiment un chaos généralisé, les gens ne se rendent pas compte de ça. Donc, pour tirer les bilans de ça, évidemment, il va falloir tirer le bilan de cette catastrophe dans la PPE. Et l'autre point, au-delà évidemment de parler sur le nucléaire, c'est que la France doit affronter directement la Commission européenne et exiger 2 choses, à mon avis, à très court terme. C'est évidemment le rétablissement d'un mode de calcul de prix national pour l'électricité pour enfin bénéficier de notre avantage comparatif nucléaire, et aussi, ce qui est important, et ce qui montre l'idéologie européiste pro-renouvelable intermittent, de faire sauter la primauté en fait, des énergies renouvelables sur le réseau. C'est-à-dire que même en France, on est obligé, à partir du moment où une éolienne tourne parce qu'il y a du vent et un panneau solaire fonctionne parce qu'il y a du soleil, on est obligé, parce que c'est une loi fondamentale de l'électricité, vous avez offre qui est égale à la demande, on est obligé de baisser le niveau de production du nucléaire qu'on sous-exploite, et ça a 2 répercussions avec ça, c'est-à-dire que les centrales nucléaires ne sont pas faites pour tourner de façon intermittente. Intermittente, donc ça abîme en fait les centrales et ça met en péril la durée de vie de notre parc nucléaire, et aussi ça renchérit le coût du nucléaire qui devrait être moins important parce que vous avez des économies d'échelle quand vous produisez en masse, évidemment quand vous diminuez. Les charges fixes sont les mêmes. Vous avez quand même des charges fixes et vous artificiellement faites augmenter le prix du nucléaire. Donc il faut faire, à mon avis, à très court terme,
sauter ces deux barrières de l'Union européenne. Et avec les interconnexions, il faut préciser que ce que dit Charles-Henri est valable si c'est le cas de l'Espagne et de l'Allemagne. Par exemple, s'il y a une surproduction d'énergie éolienne en Allemagne et d'énergie solaire en France, en Espagne, nous sommes obligés d'absorber leur surplus. Et donc de chuter d'autant Voilà. la production, de faire chuter d'autant la production. Donc ça veut nucléaire. dire que nous subissons des coûts, à la fois en infrastructure, des coûts financiers, etc., pour nos partenaires, entre guillemets, européens. Ouais, pour en fait, c'est nous qui essuyons en quelque sorte les lacunes ou les défaillances. C'est nous qui sommes le maillon, en fait le maillon fort, mais du coup le maillon qui est obligé de la variable d'ajustement. C'est ça. Voilà. Encore une fois, c'est la couillonnerie maximale, quoi. Parce que, à l'inverse, si on abandonnait nous le nucléaire, on se retrouve dans une situation où effectivement il pourrait y avoir des surproductions partout, ou des déséquilibres systémiques généraux, et il y aurait dans ce cas-là la moitié du continent qui se retrouverait dans le noir, quoi, peut-être. Oui, et en période de pic de consommation en hiver, quand les gens auront du travail, donc vous n'avez déjà plus de soleil, et il n'est pas assuré que vous ayez du vent, on a vu, la France a battu des records d'exportation du nucléaire, notamment vers l'Allemagne, qui a fait ce choix stupide de se passer du nucléaire, et les autres pays, en fait, sur certaines périodes, tiennent grâce au nucléaire français. En fait, on devrait leur faire payer. Si vous enlevez le nucléaire français, c'est une catastrophe même pour les autres pays. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment la stratégie du passager clandestin, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne parce qu'il y a un système résilient comme le nôtre qui leur permet en fait d'avoir ce système aberrant, quoi. Mais si ça n'existait pas, ils ne pourraient pas le faire. C'est une situation complètement ubuesque. Et bien pour terminer ce numéro, nous allons parler un peu des faits marquants, des perles, des choses que nous avons repérées comme étant curieuses, significatives ou inquiétantes peut-être, parfois. Moi pour ma part, j'avais repéré que, on a appris récemment que des chimistes mexicains, donc du gang de Sinaloa, du cartel de Sinaloa, qui est un des plus grands cartels du Mexique, en fait, ont été arrêtés à Toulon. Et donc, ils avaient développé une filière mexicaine de production de méthamphétamine. J'arrive pas à le dire. La meth, voilà. Pour être distillée sans doute partout en France et sans doute en Europe, ça devait être une plaque d'entrée de... C'est la réindustrialisation. Oui, ça, c'est la réindustrialisation. Et pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce qu'on avait fait le dernier numéro, ou l'un des derniers numéros, sur la mexicanisation de la France. Bon, ben voilà, là, c'était presque prophétique, ce titre, mais ça montre aussi quand même que légaliser ne suffira pas, hein, parce qu'ils ne sont pas venus là pour payer leur SAF. Hein. Ça, je vous le dis, soyons clairs. Ils ne sont pas venus là pour ouvrir des petites boutiques de vendeurs de bœufs dans les quartiers bobos, hein. Le gang des Sinaloa. Voilà. En ce qu'il en était pour ma part. Kylian, qu'avais-tu repéré, toi? Alors de mon côté, on n'est pas très loin du Mexique non plus, puisque j'ai été frappé par les événements en Californie. Donc dans le sud de la Californie, le gouvernement fédéral, c'est important, a déployé des mesures assez coercitives en Californie pour entraîner l'expulsion, ou du moins leur accompagnement à la frontière, d'un certain nombre de clandestins, donc souvent de nationalité mexicaine, mais pas toujours, en tout cas qui viennent d'Amérique du Sud, qui vivent en Californie, donc en fait les renvoyer chez eux. Donc je précise bien, donc ce sont bien des clandestins, ce sont des gens qui sont illégalement sur le territoire américain, et ça a déclenché des émeutes considérables, avec déploiement de gardes nationaux, même déploiement d'une unité de Marines en Californie. Et quand je parle d'émeutes, c'est-à-dire que des axes entiers sont occupés encore aujourd'hui par des émeutiers, avec des barricades. On a acheté des pierres, parfois des pierres suffisantes pour tuer un homme sur des voitures de flics depuis un pont. Enfin, bref, il y a des incendies. Bon. Et ce qui est assez frappant, c'est que, en fait, il y a deux choses. La première, c'est qu'on parle juste de personnes illégalement sur le territoire américain. On ne parle pas de gens qui ont des titres de séjour ou de gens qui ont reçu la nationalité de leur vivant, enfin, après leur naissance. On parle de gens qui, donc, n'ont objectivement pas lieu d'être là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Bon. Et même ça déclenche des émeutes violentes. Ce n'est pas juste des manifestations entre République et nation, hein. C'est des émeutes avec des affrontements avec les forces de l'ordre qui ont entraîné le déploiement de gardes nationaux
sur le terrain pour contrôler, pour juguler les violences. Bon. Alors on a accusé Trump de faire preuve de tyrannie, etc. Mais la première chose qu'il faut voir, c'est que si on le faisait en France, un phénomène similaire se produirait. Donc il faut imaginer que pour faire ce genre de choses, il ne faut pas un gouvernement mi-laine mi-coton un peu mou, il faudra un gouvernement qui ait vraiment le souci de prendre à bras le corps le problème. Et donc il ne faudra pas se contenter des retaillades, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Il faudra aller jusqu'au bout du processus. Le processus va entraîner des réactions, nécessairement. Même si on ne parle que des clandestins, sans parler d'autre chose. Et la deuxième chose qu'il faut noter, c'est qu'immédiatement, on a vu sur les réseaux et sur place, brandissement de drapeaux mexicains, etc., voire même de propos irrédentistes, à savoir, finalement, il faudrait peut-être reprendre la Californie. C'est-à-dire que des gens, et même de la part de gens qui sont aux États-Unis depuis plusieurs générations. Oui. Donc ça veut dire que même pour des gens qui sont légalement sur le territoire, qui ont la nationalité américaine, une sécession. Fondamentalement, pourquoi pas en fait rétrocéder la Californie, puisque la Californie était mexicaine avant 1846, rétrocéder la Californie au Mexique, pays duquel leurs ancêtres sont partis probablement pour de bonnes raisons, mais bon. Donc voilà, je trouvais ça très intéressant et surtout extrêmement éclairant sur notre propre situation. Faudra-t-il rétrocéder ensuite le Mexique à l'Espagne? On peut aller loin dans ce genre de considération de domino. Charles-Henri? Alors moi, je vais vous parler des GOPE, les grandes orientations de politique économique, parce qu'elles sont sorties pour la saison 2025-2026, pour les deux exercices. Alors reprécisons les GOPE, les grandes orientations des politiques économiques qui sont éditées chaque année par la Commission européenne, et officiellement c'est édité par le Conseil, mais à chaque fois c'est la Commission européenne qui tient le stylo, et après c'est validé par le Conseil, et donc ils disent que c'est le Conseil qui les émet. Ce qui s'est passé dans cette édition 2025-2026, ça fait écho en fait à ce dont on parlait et de la coupure générale d'électricité en Espagne, parce que dans les différents points, alors il y en a un, comme d'habitude, il faut aller dans le Rearm Europe qui remet tous les trucs, les efforts en matière de défense, etc. Donc, des choses assez convenues. Mais il y a dedans un point qui est assez intéressant, c'est qu'ils disent qu'il faut continuer à faire sauter toutes les barrières à la mise en œuvre des énergies renouvelables. Alors je vous rassure, quand ils parlent des énergies renouvelables, ils ne parlent pas d'hydroélectricité, ce qui serait une bonne chose, ils parlent bien entendu des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Donc encore une fois, ils poussent à cette stratégie de mix énergétique complètement suicidaire et contre-productive, qui coûtera très cher, et qui coûte déjà très cher en France, parce que c'est largement subventionné, c'est 7 milliards d'euros par an, et s'ils lancent le programme d'éolien en mer, ça va nous faire encore du 12 milliards d'euros par an en plus. Donc ils poussent à cela, donc on voit bien que la vision en fait, énergétique de l'Union européenne, malgré ce qui s'est passé en Espagne, continue et reste la même, et c'est encore une fois pour ça, et ce que je disais dans la partie sur l'Espagne, qu'il va falloir affronter la Commission européenne sur ces sujets-là. D'accord. Bon, encore une fois, nous avons beaucoup de pain sur la planche pour reprendre le contrôle donc dans au moins 3 des domaines que nous avons, dont nous venons de parler, et même les autres, évidemment. Là-dessus, ce sera le dernier numéro avant l'été. Donc nous nous retrouverons en septembre, très probablement. Je vous invite à aimer cette vidéo, à pousser cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à faire un don à Reprendre le contrôle si vous estimez que nous méritons d'avoir de l'aide. Et je vous souhaite à tous un très bel été.